Bonjour, je suis Henri Levenbruck et vous écoutez Cheval Western, le podcast de l'équitation et de la culture western. Howdy, partner. You don't mind my saying. Dans chaque épisode, je vous invite à partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le western. Le nouveau western. Des cavaliers, des enseignants, des éleveurs, des ranchers, des historiens, des artistes, des artisans et bien d'autres personnes encore. Hello? Hello? Ensemble, nous allons explorer les multiples facettes de l'équitation western et de la culture qui l'entoure. Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la nibe dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Que vous soyez cavalier, amateur de western, amoureux des chevaux ou simple curieux, ce podcast vous offrira des histoires inspirantes, des conseils pratiques et un regard sincère sur la culture western et ses traditions. The Western tradition. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée et si vous le voulez bien, prenez le temps d'y laisser une note ou un commentaire, c'est le meilleur moyen de nous aider. Pour ce 5e épisode, nous partons en Corrèze. La Corrèze, c'est loin, mais c'est unique. À Tulle, plus précisément, pour rencontrer Émilie Sureau, historienne de formation et passionnée de western depuis de nombreuses années. Docteur en histoire, enseignante, cavalière, elle s'intéresse à la manière dont le western a traversé l'Atlantique pour s'ancrer dans notre culture en France. Vive la République et vive la France. Après avoir découvert l'équitation western en 2010, elle a entrepris des recherches inédites sur l'histoire de ce mouvement en France et c'est sans doute l'une des plus grandes spécialistes du sujet dans notre pays. En fait, c'est même la plus grande spécialiste de ce sujet. Mais c'est aussi et surtout une femme d'une grande générosité, une vulgarisatrice au sens noble du terme, qui œuvre à préserver le patrimoine historique du mouvement western en nous faisant partager ses nombreuses découvertes. Conférencière régulière dans les principaux salons consacrés au western, elle a aussi publié de nombreux articles sur différentes figures marquantes du mouvement et en 2022, elle a fondé l'association Western d'archives itinérantes qui collecte et préserve les traces de cette aventure culturelle unique. Avec elle, nous allons explorer non seulement l'histoire du western en France, mais aussi comprendre comment ce patrimoine continue de vivre, de se transmettre et même de s'inventer au XXIe siècle. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Tu m'as donné la chance de pouvoir me promener un peu dans ta documentation. Et puis, en regardant toutes ces archives que tu conserves chez toi, je me dis qu'en fait, il va falloir qu'on fasse 30 épisodes ensemble. On n'arrivera jamais à faire le tour en un seul épisode, mais on va essayer, en te présentant et en présentant ton travail, déjà, de donner à nos auditeurs un aperçu de ce que c'est que l'histoire du mouvement western en France, puisque c'est un peu le cœur de tes recherches. Alors, avant de parler de l'histoire du western, on va parler de la tienne. Est-ce que déjà tu te souviens de ta première fois à cheval ? Oui, c'était dans l'île de Léron, puisque je suis originaire de... J'ai la chance d'être originaire de l'île de Léron. C'était à la Cotinière et tous les étés à la Cotinière, sur un grand terrain vague qui aujourd'hui évidemment a été remplacé par un lotissement, il y avait des tipis qui se montaient et des personnes qui amenaient des poneys, des petits Shetland là, tout ronds, tout mignons. Et je réclamais tout le temps de faire du poney. Je crois que j'avais déjà senti que les chevaux et moi, c'était une grande histoire. Et la première fois en western ? Alors là, ça c'était il y a un peu moins longtemps. Je dirais une petite quinzaine d'années à peu près. Voilà, j'arrive dans la région de Perpignan, j'en ai marre de faire du classique, j'ai plus envie. Et puis en discutant avec une amie, elle me dit mais il y a un club pas très loin de chez nous, faut qu'on essaye, viens on y va, je te jure ça va être bien. On essaye. À la fin de la première heure, je me dis non mais je n'y arriverai jamais. J'avais l'impression que c'était complètement que je réapprenais à monter à cheval. Enfin, j'étais toute perdue avec ces codes qui n'étaient pas ceux que je connaissais. Enfin voilà. Puis j'ai persévéré et finalement,
je suis restée dans le western. Et ça a été donc ça n'a pas été un coup de cœur immédiat alors. Les chevaux aussi, parce que l'ambiance, ces chevaux sereins, ça a vraiment été un coup de cœur, mais c'est vrai que c'était perturbant pour moi cette monte au départ. Ça a été quoi ton parcours, on va dire, universitaire? Et comment est-ce que ton parcours de recherche sur le patrimoine maritime a un jour pu se transformer aussi en passion pour l'histoire du western, tu vois? C'est quoi le lien entre les deux? Le lien, vraiment, je pense que c'est vraiment ma curiosité d'historienne de dire, mais pourquoi? D'où ça vient? Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qu'on en a fait? Comme je l'ai dit, j'ai grandi au bord de l'Atlantique et j'ai eu la chance de pouvoir être... j'avais besoin d'un job d'étudiante et j'ai eu la chance d'être guide conférencière à l'Hermione et à la Corderie. Donc, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, la Corderie Royale, c'est un ensemble de musées immenses au cœur de l'arsenal maritime de Rochefort et qui abrite notamment une réplique de l'Hermione, qui est un célèbre navire de guerre français du XVIIIe siècle. Et de fil en aiguille, de discussion en discussion avec les collègues, il s'avérait qu'il manquait vraiment de quelque chose, d'un point d'appui historique sur l'Hermione, la Corderie Royale, sur Rochefort. Et du coup, en discutant avec mon enseignant de l'époque, qui était le professeur Dominique Poulot à l'université de Paris, il m'a proposé, puisque on était dans cette vague-là de patrimoine, de patrimonialisation, de recherche, d'héritage, etc., de faire ce travail-là, qui m'a énormément plu. Puis, l'occasion a été d'aller sur Perpignan parce que des déménagements, des rencontres, voilà. Et j'ai poursuivi mon travail sur le patrimoine maritime de la Côte-Vermeille, c'est-à-dire que la Côte-Vermeille, ça va de Collioure jusqu'à la frontière espagnole à peu près. Mais ce que ça m'a appris surtout, c'est déjà la recherche, la rigueur, comment rechercher des archives, Et la deuxième partie, c'est surtout qu'est-ce que les gens aujourd'hui font d'un héritage ? Comment on reçoit un héritage, comment on reçoit une culture et qu'est-ce qu'on en fait, comment on se l'approprie, qu'est-ce qu'on va réutiliser, quoi, comment, de quelle façon, qu'est-ce qu'on va jeter, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va réinventer, parce que quand on se réapproprie une culture, parfois on réinvente des choses. Et du coup, ça c'est un sujet qui m'a énormément plu et j'ai vraiment continué en laissant le patrimoine maritime un peu plus de côté, mais à lire beaucoup sur ce sujet de cette appropriation d'une culture et qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Et entre-temps, je rencontre l'équitation western et là, je me dis, mais pourquoi ? D'où ça vient ? D'où ça vient ? D'où ça vient ? Et alors, ça, anecdote véridique, je m'en souviendrai tout le temps. On était à cheval, je demandais à la monitrice avec laquelle j'étais à l'époque, elle me dit, tu sais, bientôt on va aller du côté de Montpellier, là on va aller chez un monsieur, je pense qu'il va pouvoir te répondre, il connaît beaucoup de choses. Le monsieur en question, c'était Dominique Genet. Alors pour resituer un peu pour nos auditeurs, Dominique Genet, c'est l'une des grandes figures du mouvement western en France, qui élève entre autres des chevaux américains au domaine de la Fleurière, près de Montpellier, et qui a notamment créé la Lone Star Association au milieu des années 70 avec les frères Blanc-Dumont, dont on va parler un peu plus loin dans cet épisode. Il ne pouvait que me répondre, c'est une Bible. Ce monsieur, c'est une Bible. Tous les jeunes moniteurs ou les moniteurs qui étaient passés pour certains du classico-western, parce qu'il y en a plusieurs qui ont fait ça, ils savaient à peu près quels étaient les pionniers, mais sans se poser la question derrière de pourquoi, comment, quels avaient été leur parcours. Alors que pour moi, je pouvais pas ne pas savoir. Il fallait que je sache. Je comprends et je partage. Mais alors, ce qui est amusant, ce qui est intéressant, c'est que ta curiosité, elle s'arrête pas à l'équitation western. C'est que tu as eu une curiosité historique sur toute la culture western. Donc, ça déborde largement le cadre de l'équitation. Ah, mais complètement. Mais en fait, c'est les recherches qui m'ont amené à ça parce que quand j'ai fait la connaissance de Dominique Genet, donc au domaine de la Fleurière à Montarnot, il m'a parlé forcément des frères Blanc-Dumont, Dominique et Michel, de Jean-Claude Michelon, qui sont quand même ces 4 personnes, les fondateurs
de, à l'époque, la Lone Star Association, qui est héritière de la Blue Star, un clin d'œil direct à la première association de Joe Herman, la Blue Star. Donc là, moi, j'ai commencé à demander, à dire mais pourquoi, mais comment, mais vous faisiez comment, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, comment on arrivait à se contacter, à se rejoindre, et puis le matériel, et donc là, ils m'ont raconté leur histoire, et je voyais bien que au-delà de l'équitation western, il y avait toute une culture derrière. C'était comment on s'habillait, comment on vivait, la musique qu'on écoutait. Parfois, donc, beaucoup jouaient de la musique, faisait du lasso, et s'intéressait à la peinture, à la littérature, à l'histoire, au cinéma. Enfin, voilà, c'était pas seulement le western pour l'équitation western, même si après ils y sont retournés, et on doit à Dominique et Michel Blanc-Dumont beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'ils ont été, eux, pris dans dans ce mouvement-là des années 70, lui-même hérité des années 50-60, où vraiment le western est un ensemble. C'est-à-dire qu'on faut vraiment parler de culture western dans lequel le cheval est un élément de cette culture. On va revenir un peu aux origines, parce que ce rapport de la France à la culture western, il est beaucoup plus ancien qu'on le croit. Moi aussi, la première chose que je découvre et qui m'étonne quand je commence un peu à me documenter et que je lis notamment tes articles, c'est de voir à quel point la culture western, elle est foisonnante dans les années 20, dans les années 50, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, on va remonter aux origines, on repart évidemment, je pense, tu me contrediras peut-être, mais je pense que c'est à Buffalo Bill qu'on doit ça, c'est à William Cody qui, au moment de l'exposition universelle en 1889, si je ne m'abuse, fait sa démonstration qui devient le Wild West Show, pas seulement à Paris, mais dans toute l'Europe, et c'est ça qui lance le mouvement et la culture western chez nous. Vraiment, incontestablement, je pense que ça a été deux événements fondateurs, parce qu'il y a eu deux tournées. La première en 1889, qui a quand même pas eu le retentissement de la deuxième 1905. La 1905, il y a eu énormément de dates en France. J'ai plus le chiffre en tête, mais je pense qu'on est à plus de 200 représentations, plus l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Donc là, je pense que vraiment la deuxième tournée du Wild West a été celle qui a eu le plus de retentissement. Je dis toujours, c'est un petit peu comme une graine qui a été semée. Il faut s'imaginer. Donc déjà, c'est des tonnes de matériel, c'est des centaines de personnes, c'est une logistique impressionnante pour l'époque. Vous rentrez dans ça faisait comme une arène avec des gradins pour découvrir des morceaux de la vie de l'Ouest, puisque ça marchait avec des tableaux, l'attaque par les Indiens et les cow-boys qui se battent, le Pony Express. Enfin voilà, on avait plusieurs scènes comme ça. Finalement, assez proche de ce que les gens ont pu voir chez Disney à l'époque où le Wild West Show existait chez Disney, non ? En 92, quand il arrive à Paris. Oui, voilà, un peu l'idée. Ce genre de tableau, quoi. Un peu l'idée de ce genre de tableau, exactement. Après, il a introduit aussi les cavaliers du monde. Donc, on pouvait voir de la voltige, on pouvait voir des cavaliers mongols, on pouvait voir d'autres. Mais vraiment, au début, c'était vraiment les scènes de l'Ouest, avec des coiffures indiennes absolument extraordinaires, puisque elles arrivaient directement. Enfin, c'est-à-dire, c'était pas des coiffures fabriquées de briquet de broc en plastique, ou voilà, c'était vraiment des vraies coiffures. Donc ça, c'était assez incroyable. Donc, imaginez des petits garçons en 1905 qui rentrent dans cette grande arène, qui voient le spectacle. Et à la sortie, qu'est-ce qu'on a ? On a une boutique, parce qu'il est très malin, Buffalo Bill. Il a inventé le merchandising. Le merchandising, exactement. Et les goodies avant le. Et alors, tous les collectionneurs du Wild West
ont les programmes, mais les petites boîtes en fer, les petits carnets dans lesquels on peut écrire à l'effigie de Buffalo ou d'un personnage du Wild West, il y a plein de petits objets comme ça qu'on peut retrouver chez des collectionneurs. Donc forcément, encore une fois, ça sème des graines. Et quelqu'un comme Joey Hamann, puisque nous allons y arriver forcément. Alors en 1889, il le dit qu'il n'a pas vu le show. Mais je pense qu'il a dû être complètement influencé par ce show dès 1889 parce que il a dû voir ces petits objets en vente, il a dû voir dans les jardins, dans les allées du Trocadéro ou du Champ de Mars, les petits garçons qui couraient sur ces petits chevaux en bois, qui jouaient aux cow-boys et aux Indiens. Enfin, jouer aux cow-boys et aux Indiens, c'est le jeu des garçons et des filles du début du XXe siècle. Le truc qui est très étonnant avec William Cody, Buffalo Bill, son nom de scène, c'est un truc unique, c'est qu'en réalité, ce type a l'idée de monter un spectacle pour raconter la conquête de l'Ouest, alors qu'elle n'est pas finie, la conquête. Elle vient tout juste de s'arrêter. En 89, on vient de dire, ça y est, l'Ouest vient d'être conquis, quoi, voilà. Ouais. Et lui, son spectacle, il commence un petit peu avant. Donc, il y a un truc très étonnant sur la simultanéité entre le moment où le spectacle a lieu et le moment où l'histoire se joue, quoi. C'est très étonnant. On dit toujours qu'il a contribué à faire connaître ce que lui-même il a aidé à détruire, à arrêter, puisqu'il était. On dit toujours qu'il a tué je ne sais combien de bisons, voilà, parce que il fallait nourrir les gens qui faisaient le train, le chemin de fer, etc. Donc, et puis ensuite. Et puis pour emmerder les Indiens aussi. L'arrivée des colons et puis la conquête de l'Ouest, ça a aussi contribué à arrêter les grands déplacements de troupeaux parce que on a eu des grands propriétaires terriens, on a stabilisé tout ça. Donc en fait, c'est vrai que la grande épopée du cow-boy et puis le vrai cow-boy, comme l'idée qu'on s'en fait de ces grandes transhumances de troupeaux sur 4-5 jours, quand Cody, entre 1889 et 1905, c'est déjà la fin, quoi. C'est fini. C'est déjà la fin. Avec entre le train, l'invention du barbelé, la parcellisation du territoire, c'est déjà la fin. Ce qui est marrant, c'est de lire d'ailleurs pour voir mesurer un peu l'impact que ça a pu avoir sur les Français, c'est quand on regarde un peu des articles de l'époque, de voir les gens qui se baladent tout près de là où s'est installé Buffalo Bill. Il s'est installé, je crois que c'est pas loin de Bagatelle, si je me souviens bien, et il s'y installe avant que le spectacle ait lieu, et il s'entraîne, il y a les chevaux, machin, et il y a les Parisiens qui passent et qui voient des Indiens dans la rue, qui voient des cow-boys dans la rue, qui voient des chevaux dans la rue, qui se disent mais qu'est-ce qui se passe? Et ça a eu un impact incroyable. Ah oui. Non, mais ça devait être assez dingue sur le Champ de Mars. Ils étaient pas loin de la Tour Eiffel, au pied du Champ de Mars. Ils étaient vers là, je pense, parce que les photos le montrent. On voit la reine et pas très loin derrière, on voit la Tour Eiffel. Mais je me dis, mais ces gens en haute forme, on se balade en haute forme à l'époque. On a des redingotes, on a la canne, on a le haute forme. on est encore à cette époque-là. Et je me dis, mais ces gens en haute forme, qu'ils voyaient passer ces gars à cheval, des cow-boys, des Indiens, ils ont dû se dire mais on est sur quelle planète? Pour eux, ça devait être un choc des cultures qui était assez impressionnant. Mais encore une fois, je pense que vraiment ça a semé cette graine et ça, pour certains, ça a éveillé une curiosité pour l'Ouest et un amour de l'Ouest qui n'a été que grandissant. Alors justement, ça a été le cas, donc tu en parlais tout à l'heure, de Joey Hamann. Alors on va en parler, c'est un des personnages sur lequel tu as écrit le plus d'articles, ce Joey Hamann, et pour cause, c'est quand même un personnage qui est hyper intéressant, que moi j'ai découvert d'abord à travers ses films, parce que c'est un des premiers réalisateurs de western au tout début du XXe siècle, dans les années 1908 ou 9, voilà, je crois. Alors raconte-nous la naissance de Joey Hamann. Pour moi, Joey Hamann, c'est le père du western français. Alors, avec des choses qu'il a pu faire ou dire ou qui sont peut-être discutables, mais ça reste quand même le père du western français. Il a vraiment œuvré
toute sa vie dans ce sens et encore et vraiment jusqu'au bout. Et d'ailleurs dans ses mémoires du Far West à Montmartre, il le dit vers la fin, il le dit qu'il regrette vraiment qu'il n'y ait pas une grande association, une grande fédération western parce que voilà, il visite des petits ranchs, il rencontre, on l'invite dans des ranchs, dans des clubs, il rencontre des gens dans des associations et il se dit mais bon sang, quel dommage de pas arriver à fédérer, à tous s'entendre et à fédérer au nom d'une grande culture western. Donc là, évidemment, il englobe encore une fois pas que le cheval, pas que l'équitation. Mais effectivement, on pourrait parler de Joe Hamann, donc le cavalier, on pourrait parler de Joe Hamann le cascadeur, on pourrait parler de Joe Hamann l'acteur, on pourrait parler de Joe Hamann le réalisateur de films, parce que au bout d'un moment il a quand même arrêté de faire l'acteur et par contre il a été derrière la caméra, il a réalisé, tourné, réglé des cascades, enfin on faisait appel à lui dans le cinéma très 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 souvent. On pourrait parler de l'artiste, du dessinateur, peintre, caricaturiste, il était membre des humoristes de Paris, une association, je ne sais plus tout à fait le nom, mais oui. Voilà, il était vraiment partout. Il était vraiment partout et encore une fois, on pourrait vraiment écrire un article de Joe Hamann sans jamais prendre la même entrée. Tellement il est vraiment protéiforme. Et sauf que en dehors de alors je sais plus comment ça s'appelait effectivement, la boîte quelque chose, non, la boîte à sel. La boîte à sel, voilà. Le journal pour lequel il écrivait. Voilà. Oui. En dehors de la boîte à sel, il y a quand même un fil rouge, c'est la culture western, c'est le western, c'est le Far West, c'est la conquête de l'Ouest, quoi, dans tout le reste de ce qu'il fait. Et pas seulement les cow-boys. Il a un amour pour les Indiens. Il avait une collection de tenues, de coiffes, d'objets amérindiens. Alors, je vais dire peau rouge. Pourquoi ? Parce que à l'époque, c'est ce qu'on disait. C'était le terme. On disait peau rouge. Alors évidemment, aujourd'hui, voilà, on n'emploie plus ce terme. On dira plutôt native. Mais si on veut rester dans l'époque, eh bien, il avait une collection d'objets peau rouge, mais qui était impressionnante. Alors, dis-moi justement, donc notre Joe Hamann, comment il se documente lui à l'époque ? Parce que quelle source on a sur la culture amérindienne, sur la culture de ce qu'on appelle les peaux rouges pour lui ? Où est-ce qu'il va chercher ses infos ? Alors, il y a de la littérature un petit peu. On a quelques écrivains, notamment quelques écrivains allemands. Et puis, il s'est rapproché du Wild West. En fait, il a aussi cette corde à son arc. Il est photographe. Il fait de la photo. Et il va évidemment photographier ces Indiens, ces cow-boys là, pendant qu'ils s'entraînent. Et puis, je pense qu'il a du bagou, il arrive à rentrer, à se faire fait passer pour un journaliste adopter. En fait. Ouais, il se fait passer pour un journaliste. Bon, il est un peu plus ou moins. En tout cas, il va écrire des petits articles. Et il va surtout sympathiser avec plusieurs Indiens du Wild West, avec lesquels il va rester proche et avec lesquels il va entretenir une correspondance pendant assez longtemps. Et je pense que c'est beaucoup comme ça en fait qui va se documenter, parce qu'on pouvait quand même faire venir. Alors il a la chance, il a pour lui de parler anglais et de comprendre l'anglais. Il a fait quelques années d'études en Angleterre dans un collège en anglais, donc il est pas trop mauvais avec ça, et c'est ce qui va l'aider, je pense. C'est ce qui va l'aider, parce on fait venir des catalogues, on fait venir des livres, on fait des commandes, parce qu'on peut quand même faire des commandes. Et je pense que c'est vraiment comme ça, mais c'est par l'image, la littérature et l'image, puisque on n'a rien d'autre. On se rend pas compte aujourd'hui, on veut se documenter. Internet, il suffit d'être assez malin pour savoir faire des recherches, et rapidement, quand on trouve les bonnes sources, eh bien, on peut aller très très loin et remonter très loin. Mais forcément, pour eux, c'était plus compliqué. Bien sûr. Alors, ce qu'ils avaient à la place, et ce qui, d'un point de vue historique, est toujours marrant à regarder, c'est le courrier des lecteurs, des revues, ou les petites annonces, où parfois on retrouve finalement la même chose que ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On oublie à quel point les gens, à l'époque, écrivaient à la presse, et à quel point la presse était importante quand même. Complètement. Joe Hamann, l'une de ses
de ses œuvres, parce qu'il en a eu tellement, mais c'est quand même la création de 2 associations. D'abord la Blue Star Association, et après ça va devenir le Club du Lasso, après la Première Guerre mondiale, puisque je crois que la Première Guerre mondiale met fin à la Blue Star. Donc raconte-nous, et surtout, quel succès ça a, c'est-à-dire est-ce que tu mesures à quel point l'engouement autour de la culture western est vivace à cette époque-là? La première association, c'est 1908, c'est la Blue Star Association. Ils louent des écuries dans Paris, parce que là aussi, on se déplace à cheval dans Paris. C'est le début des voitures. Quand on parle de voitures à Paris, c'est des voitures tirées par des chevaux. Ouais. Hein, donc, alors même si les premières voitures motorisées arrivent, elles sont encore très à la marge. Et donc, il loue des écuries. Il possède un cheval qu'il loge dans son écurie dans Paris. Enfin, aujourd'hui, Pied blanc, c'est ça? oui, c'est ça, pied blanc. Oui. Pied blanc. Ce qui est complètement, enfin, ça serait, on aurait du mal à imaginer aujourd'hui qu'on pourrait trouver un cheval en bas en descendant sur un trottoir, je sais pas moi, avenue des Champs-Élysées. Il y a les policiers qui font ça. Oui, C'est les seuls qu'on enfin droit. bon, et puis le jour du défilé aussi, mais bon, voilà. Ouais. Et donc, au début, ils sont pas très nombreux, ils sont une petite dizaine. Et puis, Joey Hamann est quand même quelqu'un qui vient d'une société assez favorisée, qui vient d'une famille assez favorisée. Donc, il est quand même entouré de personnes qui sont des artistes dans son association. Il a un riche industriel, il a un sculpteur, un peintre. Enfin, voilà, ça reste quand même un milieu un peu clos, je vais dire. On est dans l'ouest parisien, Oui, on est voilà, entre on Neuilly est, et Bagatelle. Voilà, on est quand même entre gens privilégiés, mais qui s'intéressent à cette culture et puis qui ont les moyens aussi de suivre Joey Hamann dans ses péripéties, parce que ça veut dire ça implique louer des chevaux aux voituriers, même si Joey trouve des selles, a racheté du matériel au Wild West, a essayé de faire en sorte que tout le monde soit équipé, mais il n'empêche que tout le monde n'a pas forcément un cheval. Mais il initie tout le monde au lasso, à l'équitation western, voilà. Donc effectivement, là encore, aux surprises de ces gens qui se promènent du côté de Bagatelle et qui voient ces cavaliers là arriver, triple galop. Enfin, ça devait être complètement hors norme en 1908 de voir ces gens-là, quoi. Et effectivement, donc Première Guerre mondiale, ça s'arrête. Ça s'arrête, ouais. Et au début des années 30, alors Joey Hamann continue de tourner des films, il continue, je pense, lui, il a toujours au moins 1 ou 2 chevaux, il est toujours en lien avec le milieu western, mais c'est Paul Coase, en fait, au début des années 30, qui va relancer donc ce qu'il appelle le Club du Lasso, en hommage à la Blue Star. Donc c'est un clin d'œil à Joey Hamann, mais pour lui c'est la continuité du club de la Blue Star Association. Ouais. Donc ce club du lasso, là aussi, il est très parisien. Paul Coase, alors tu l'as découvert en lisant l'article, mais Paul Coase est un des initiateurs du mouvement scoutiste, en France. Mais à y regarder de plus près, c'est pas étonnant, puisque on retrouve chez les scouts le totem, on retrouve des choses qu'on peut avoir chez les Indiens. Donc c'est pas tellement étonnant que ce milieu indianiste et qui a marqué Paul Coase a donné naissance aussi à ce côté scout, parce que finalement c'est assez lié. Et donc là aussi on est toujours dans un milieu parisien. Alors ça s'élargit un petit peu, mais par exemple Paul Coase, pour faire de la pub, il va faire des photos avec les Miss de l'époque, il va faire des choses comme ça. Comme ça fait connaître un petit peu. Alors ils sont invités dans les radios, dans les médias et la presse de l'époque, mais ça reste encore parisien, et avec des personnes qui peuvent avoir accès à ce type d'activité. C'est quand même pas encore ouvert à tous. Il
faut attendre la Deuxième Guerre mondiale, donc 1949, pour que soit relancé vraiment le club du lasso, qui va perdurer, on va dire, jusqu'à la fin des années 70, puisque le dernier secrétaire, le grand secrétaire du club du lasso, c'était Serge Holz, et Serge Holz a fini par fermer le club du lasso après le décès de Joe Hamann, survenu en 1974, et 2-3 ans après, il a fini par fermer le club du lasso. Mais donc de 1949 jusqu'à la fin des années 70, on a eu effectivement, alors là, ce club du lasso, qui là s'est beaucoup plus démocratisé, beaucoup plus ouvert. Alors il y avait quand même des règles, parce que notamment l'équitation, justement. Voilà, il dit bien qu'il veut que ce soit le club hippique du lasso, et que si on possède pas sa selle, le cheval passe encore, parce que voilà. Mais si on possède pas sa selle, on peut pas entrer dans le club du lasso. Donc, il met quand même des conditions qui pouvaient être un petit peu freinantes pour l'époque. Mais c'est intéressant, parce que ça prouve que l'équitation est importante au sein du club. Exactement. Quoi. Mais à côté de ça, on a un monsieur qui avait un ranch à l'Isle-Adam, Clausel, Jimmy Clausel. On avait un monsieur qui avait un restaurant dans Paris, des vignes. Il y avait vraiment plein de personnages. On n'est plus sur l'artiste, la personne qui est dans le cinéma. On n'est plus que sur ce public-là. On ouvre vraiment. Il y avait par exemple un personnage assez incroyable qui s'appelle Georges Blanc, mais que tout le monde connaît sous le pseudo de El Coyote. El Coyote fait partie des départs du club du lasso. El Coyote, il vient pas du tout d'un milieu aisé. Enfin, lui, il s'est vraiment fait tout seul, et c'est sa passion pour le western et le cheval qui l'a amené à faire partie du club du lasso. Puis c'était un excellent cavalier aussi, et c'est lui qui entraînait les photos qu'on voit. Quand ils montent les marches du Trocadéro, c'est souvent El Coyote qui les entraînait là, à dire allez, on fait ça. C'est un petit peu un risque tout. Quand on regarde tes archives, on se rend compte qu'ils ont tous des surnoms. Ah ben oui. Ça fait partie de la tradition absolue, c'est que chacun se trouve ou se fait donner un surnom. Ah oui. Joe Hamann, c'est le colonel, par exemple. Donc quand on lit dans les archives le colonel, moi au début je cherchais un colonel, après j'ai vite compris que d'accord, ça c'est Joe Hamann. Okay. Voilà, mais oui, ils ont tous un surnom, donc il faut faire le lien au début, parce que par exemple El Coyote, moi j'ai mis longtemps à retrouver qui il était, l'identité. Et alors là, c'est pareil. Moi, je sais pas. Je pense que ces recherches doivent se faire, parce que j'ai toujours de la chance. Je lance un petit peu des bouteilles à la mer où je dis, tiens, vous avez jamais entendu parler de un tel. Et puis parfois, quelques mois après, tiens, j'ai croisé un monsieur qui connaît un monsieur qui a connu, et c'est comme ça que j'ai retrouvé énormément d'archives, énormément. Qu'est-ce que fait le club du lasso ? Qu'est-ce qu'ils organisent ? À quoi ils participent ? Qu'est-ce qu'ils font de leur quotidien, ces gens-là ? En fait, ils essayent de se retrouver au moins 1 fois à 2 fois par semaine pour s'entraîner. Joe Hamann, je pense, connaît beaucoup de monde, donc il a eu l'opportunité de pouvoir récupérer je pense que c'était une sorte de clubhouse, parce qu'il y avait des clubs d'équitation entre Bagatelle, le jardin d'acclimatation, il y avait quelques... Tout le bois de Boulogne. Voilà, il y avait plusieurs... il y a encore d'ailleurs un club d'équitation au bois de Boulogne. Ouais. Et donc, il y avait ce clubhouse qui n'était pas utilisé, ou en tout cas que Joe Hamann a pu récupérer, qu'il a évidemment rebaptisé Ranch 44, puisque c'est en hommage au ranch, un ranch des États-Unis. Qu'il aurait connu. Je parle au conditionnel. J'émets des doutes. Je ne veux froisser personne, mais voilà. Laissons une licence poétique sur sur la possibilité qu'il y soit allé. En tout cas, c'est vraiment cet hommage de Ranch 44. Et donc, ils se retrouvent 1 à 2 fois par semaine au Ranch 44 pour s'entraîner. Donc, ils s'entraînent à monter à cheval, ils s'entraînent sur leur prise de lasso, au lasso, au tir, au fouet. Chacun a sa spécialité. Parce que, en fait, à cette époque, on les appelle pour tout. Une démonstration, l'ouverture d'une course à l'hippodrome. Tiens, les cow-boys vont faire une démonstration, une kermesse à Paris ou une grande l'ouverture aux Tuileries de quelque chose. Allez, tiens, on va appeler l'équipe de Joe Hamann et ils vont faire des démonstrations.
Serge Holz a tenu un petit carnet, en bon secrétaire qu'il était, de toutes leurs sorties, de tout ce qu'ils faisaient. Donc, ils avaient des démonstrations tout le temps. D'accord. C'est étonnant parce qu'ils aient choisi le symbole du lasso pour représenter le nom de leur association. C'est à la fois étonnant et finalement pas tant que ça, parce que en réalité, un cow-boy, son outil principal avant d'être le pistolet, c'est le lasso. Mais est-ce que ça veut dire que c'était aussi une activité qui était beaucoup plus mise en avant parmi eux? Est-ce qu'on faisait beaucoup de lasso? En tout cas, il y avait vraiment des spécialistes. Coyote, par exemple, El Coyote, lui, il était reconnu et très bon. Joey Hamann, on a quelques photos où on le voit faire du lasso. Donc, je pense que pour eux, un cow-boy qui ne faisait pas de lasso ou qui ne savait pas manier un lasso, ça ne pouvait pas être un cow-boy, parce qu'on a Serge Holst, qui ensuite a fait beaucoup de spectacles où il s'est produit, où il montrait toutes ses figures au lasso. Tout jeune, Benny Benson a intégré le club du lasso et puis ensuite a volé après de ses propres ailes et a fait aussi, s'est produit dans des spectacles avec un lasso. Donc je pense qu'effectivement c'était l'élément assez incontournable du cow-boy pour eux, en tout cas de l'image qu'ils s'en faisaient ou qu'ils avaient envie de donner. Les deux personnages qui reviennent le plus souvent quand on se penche un peu sur l'histoire du mouvement western en France, c'est donc Paul Coase et Joey Hamann. Comment ils se rencontrent et comment ils s'entendent? Je pense que ils se connaissent parce qu'ils sont dans ce milieu parisien, dans ce milieu du spectacle, du cinéma, parce qu'au début, c'est quand même comme ça qu'il faut voir le western. C'est quand même... William Cody en est le principal témoin, c'est que le western, il arrive par le spectacle, par le cinéma, vraiment. Et longtemps, ça va coller à la peau de l'équitation western aussi. Presque le cirque même. Presque le cirque, presque. Ouais. Je suis assez d'accord. Et puis après, il va y avoir le mot folklore tout de suite qui va apparaître, où on ne sait pas si c'est péjoratif ou pas. Voilà. Donc ça va être quelque chose qui va être assez prégnant dans le mouvement western. Mm-hmm. Alors, je ne suis pas sûre qu'ils s'entendaient mal, mais pas non plus persuadée qu'ils s'entendaient très bien parce que ils étaient très différents. Et puis je pense qu'il y avait la place que pour un colonel, ouais. que pour un chef. Mais après, Paul Coase avait aussi quand même une approche complètement différente de Joey Hamann, parce que Paul Coase, c'est quand même un ethnologue, un scientifique. Il a fait de la recherche, il a alimenté les fonds du musée de l'Homme. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu vas au musée Quai Branly, donc le musée Chirac, et que tu demandes à aller voir les collections Paul Coase, ouais. Hélas, elles sont dans les caves, dans les sous-sols du musée, parce qu'on ne peut pas tout exposer, évidemment. Mais il y a énormément d'objets, de pots, de documents rapportés par Paul Coase de ces différentes excursions, parce que lui, il était vraiment sur ce côté scientifique. C'est-à-dire que autant Joey Hamann avait plutôt un côté humaniste, on va dire. C'était le contact pour le contact, aller à la rencontre des gens, avoir un échange. Il a eu, j'ai dit, oui, un échange épistolaire avec les Indiens pendant très longtemps. Voilà. Autant Paul Coase, lui, il avait vraiment ce côté science, où il voulait étudier, comprendre et restituer, mais de manière vraiment exacte. Et scientifique, quoi. Il a constitué des vitrines, il a fait des expositions, des conférences. Voilà. Bon, après, il n'est pas resté longtemps en France, puisque rapidement, avant la Deuxième Guerre mondiale, il est parti s'installer aux États-Unis et il est revenu que 2 fois en France. Il revenait très rarement. La dernière photo qu'on a de lui, il est avec Maurice Desrumaux, personnage bien connu aussi du milieu western, auquel il a légué complètement sa collection, enfin une grande partie de sa collection, de ce qu'il n'avait pas déjà laissé au musée. Donc voilà, et je crois que ça devait être en 60...
en 66 ou 67 parce qu'ils ont été pris en photo à la Vallée des Peaux-Rouges et c'est une des dernières photos qu'on a de Paul Coase en France. Ensuite, il est décédé, il était consul à Phoenix en Arizona et il est décédé aux États-Unis. Oui, puis alors ce qui est marrant, c'est que leurs destins sont tellement liés qu'ils meurent la même année, Joey Hamann et Paul Coase. C'est incroyable. Oui, Ouais, oui, 74. oui, oui. Alors dis-moi, tu viens de parler de Desrumeaux, c'est justement, il me semble, avec lui que Paul Coase crée le cercle Wakanda, non ? Voilà. Peut-être une façon justement de se démarquer un petit peu de Joey Hamann. Raconte-nous ce que c'est que le cercle Wakanda. Alors, le cercle Wakanda, c'est vraiment un des tout premiers cercles indianistes. Et là, encore une fois, effectivement, je pense que autant Paul Coase a lancé cette idée de club du lasso, avec cette idée de rester, comme on disait, un peu le cirque, le spectacle, il se produisait quand il y avait des manifestations, etc. Autant le cercle Wakanda, il est bien plus intime, on va dire. Enfin, ça, c'est vraiment le cercle un cercle de recherche qu'il a fondé pour vraiment mettre en avant ses recherches sur les nations amérindiennes. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est qu'un indianiste ? Alors, oui, c'est vrai. L'indianiste, c'est une personne qui est passionnée de culture amérindienne et qui va au quotidien s'intéresser. Alors, pour certains, ça peut aller juste s'intéresser au mouvement, aux populations amérindiennes, leur culture, leur histoire, leur façon de vivre, jusqu'à, pour certains, vivre comme un Amérindien. Et du coup, là aussi, j'ai pu en rencontrer des personnalités comme ça. Et quand je dis personnalité, je peux vous dire que c'est pas... je pèse mes mots parce que c'est vraiment des gens des personnages, quoi. Qui sont dans une autre époque. Enfin, vraiment, ils vivent et ils pensent comme si eux-mêmes, et là je vais encore employer le mot, étaient des peaux rouges. Donc, ils vont tanner leur peau dans leur baignoire en utilisant les recettes de l'époque. Ils vont passer des semaines, des soirées à perler leurs tenues, leurs mocassins pour être prêts pour aller sur les grands rassemblements en France ou en Allemagne. Enfin voilà, il y a des personnages en France là qui ont vraiment poussé ce loisir pour certains, je ne sais pas si on peut employer ce mot de loisir, mais jusque vraiment au maximum. On n'a pas ce côté spectacle comme on peut avoir sur le côté cow-boy, Far West, etc. On a une culture là qui est vraiment plus refermé. Plus intime, en fait. Ouais, plus intime. Ouais, et tu parlais des rassemblements, c'est ce qu'on appelle les councils, c'est ça ? Les councils, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un council ? Alors, j'y suis... Tu as déjà été ou pas ? Sur un vrai council, non. Mais pour avoir interviewé beaucoup de personnes qui ont pratiqué, qui ont suivi, qui sont allées sur les councils, au début, c'était surtout en Allemagne, vraiment, et même encore, ça perdure encore. Je pense que les premiers councils, ils sont à la fin des années 50, au début des années 60 en Allemagne, et quand les westerners, allez, on va les appeler comme ça, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est pratique pour regrouper un petit peu tout le monde. Quand les indianistes et les westerners arrivent en Allemagne parce qu'ils ont entendu parler de ces grands rassemblements, ils le disent, enfin, ils sont subjugués. Sur une grande plaine, ils voient une centaine de tipis, ils voient des tentes, ces petites tentes militaires pour les cow-boys, un ranch, un fort reconstitué, un saloon. Enfin, ils s'attendaient pas à tout ça en fait. Pour eux, c'est vraiment waouh, ça existe. C'est quoi l'héritage de Paul Coase et de Joey Hamann ? Qui a repris le flambeau ? Est-ce que tu as le sentiment que ça a disparu ? Est-ce que ça survit ? Si je devais vraiment synthétiser tout ça, je dirais que vraiment cette culture western, encore une fois, est arrivée par le cirque, le spectacle,
qu'après les années, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu cette renaissance avec le cinéma américain, parce que là aussi, on se rend pas compte, mais tout le monde n'a pas la télé, donc on va au cinéma bien 2-3 fois par semaine et on joue, parce qu'on dit ça, hein, on joue un western quasiment tous les soirs. Donc les personnes qui à cette époque donc ont on va dire une vingtaine d'années dans les années 50 sont abreuvées de culture américaine, de Far West, de cow-boys, d'indiens, de cinéma. Il y a des petites revues, donc dans les kiosques, les journaux, on voit plein de petits journaux avec des BD, des choses comme ça, sur des histoires de cow-boys et d'indiens. Donc on a vraiment cette deuxième vague, et puis jusqu'à la fin des années 70-80. Et là, vraiment, on a ce que moi j'appelle cette culture totale qui va vraiment se cloisonner. C'est-à-dire que les indianistes, on va avoir la fondation de la Fédération française des Amis de la Vieille Amérique. Les indianistes vont aller vers cette association. On va plus avoir beaucoup d'indianistes avec les cow-boys. Mais les gens qui faisaient de la danse ou de la musique, eh bien, pareil, ils vont faire leurs associations dans leur coin, mais ce sera plus, il y a plus cette espèce de culture totale ou de vue d'ensemble du western, et on a vraiment cloisonné un peu chaque partie de cette culture. Et on en arrive évidemment à l'équitation, et c'est là où on en parlait au début, Dominique Genet, Michel et Dominique Blanc-Dumont, Jean-Claude Michelon, et puis plein d'autres derrière. Je pense à Guy Duponchel, Lionel Estival. Bien sûr, ouais. On pourrait en citer encore plein d'autres. Mais là, vraiment, je reste sur ceux qui parlent le plus, certainement, aux auditeurs, vont vraiment avoir envie de faire reconnaître l'équitation western. Et pour eux, le seul moyen de faire reconnaître l'équitation western, c'était de se débarrasser du folklore, du tir, du lasso. D'accord. Le cow-boy, souvent l'expression, c'est le cow-boy Yahoo, le cow-boy pampan. Donc le cow-boy qui est là à cheval, qui tire, Non, l'équitation western, c'est sérieux. C'est aussi sérieux que l'équitation classique. Il y a des règles, une technique pour apprendre à monter. Ils vont faire venir quelqu'un comme Tom Mayer, qui est un bucaro, qui va venir donner des stages à Maison Lafitte, là où on a cette première association, donc la Lone Star, et ensuite Dominique avec d'autres va fonder l'AFEA, l'Association française d'équitation américaine. On abandonne le terme de western parce que ce terme de western, il est trop connoté. Le cinéma, le cow-boy crasseux, le film, voilà. Et ce qu'on reprendra après. On n'appellera plus AFEA et on l'appellera AFIU, Association française d'équitation western, qui n'a pas perduré, hélas. Et l'autre partie, ça a été effectivement, c'est l'AFQH, c'est Michel Blanc-Dumont qui en 1981 fonde cette association française du Quarter Horse en France, où on aura des personnages incontournables. Je pense évidemment à Didier Ambrois qui va contribuer à faire reconnaître le Quarter Horse par les haras français, par l'IFCE, puisque il n'était pas reconnu. Bien sûr. Donc voilà. Donc cette période-là, toute cette période des années 80, aujourd'hui on se rend pas compte. Là, on dit ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 25 ans, mais je pense que ce qui s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est plutôt l'aspect compétition et sportif de la chose, quoi. Mais oui, voilà. Mais on doit énormément à toute la génération qui est passée avant. Moi, j'adore leur rendre hommage. Les frères Blanc-Dumont, j'espère bien les attraper un de ces jours, tu vois. Moi, je suis un grand fan déjà de Michel parce que c'est un illustrateur qui a illustré les romans de mon ami Pierre Pelot que j'ai lus quand j'étais ado. Et comme dans toute culture, c'est toujours important de rendre hommage à ceux qui en ont été les pionniers, quoi.
sur certaines manifestations, on retrouve cette envie de faire ah ben tiens, je connais quelqu'un qui a un tipi, qui a des tenues indiennes, qui pourrait venir faire une petite animation. On commence à retrouver ça sur certaines manifestations. C'est timide encore. Ça se fait pas du tout sur des compétitions running. Ça se fait un peu plus peut-être sur des compétitions bétail, sur du rodéo, sur le barrel. Mais ça commence. Enfin, certains endroits, on arrive à avoir ça un petit peu, mais effectivement, après, sur certaines choses, c'est très c'est cloisonné. Et alors, tu participes un peu, toi, ça t'arrive de... Alors, déjà, tu fais des conférences, mais oui. Tu as organisé, il y a 2 ans, en 2023, tu as organisé une journée de rencontre entre tous ces fameux anciens dont on parle. Alors, il y en a certains, malheureusement, qui sont plus de ce monde, mais il y avait les frères Blanc-Dumont, il y avait Marc Besnaud, André Chénaud, Ralph Motura, des gens comme ça. Raconte-nous, qu'est-ce que c'est que cette journée de dingue. Je ne sais pas comment j'ai réussi ce tour de force. Raconte la journée. Mais en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Paul Pittet qui décide d'ouvrir un musée western dans le nord de la France. D'accord. Et tout le monde, je vois là sur Facebook, qui met des mots en disant « Oh là là, c'est super, ça serait bien. » Donc je contacte Paul Pittet, avec lequel j'étais déjà en contact depuis un moment, et je lui dis « Écoute, si on doit faire un rassemblement de tous les anciens du western, en mélangeant les cow-boys, les indiens, les fans de tout, il faut qu'on le fasse dans ton musée. » Donc on s'est rappelé plusieurs fois, on a réfléchi à comment on pouvait monter ça. Et puis ensuite, j'y suis allée à coups de fil, de mail, de supplications parfois. Allez, il faut le faire, parce que certains disent « Oh, c'est loin, je sais pas. » Je dis « C'est peut-être l'unique fois où on fera ça. » Voilà. Et d'ailleurs, on s'était dit à ce repas-là « Oh, il faut le refaire, mais en changeant un petit peu de lieu à chaque fois. » Et j'ai bien une idée sur mon prochain lieu, mais je garde pour moi pour le moment. Mais j'ai bien envie d'essayer de refaire ça encore. C'est extraordinaire. C'est super, parce qu'en fait, la joie des gens de se retrouver, c'était vraiment incroyable sur cette journée-là. Enfin, il y avait quelqu'un comme Dominique Nodin, le fondateur de la revue Roundup, avec Gilles Vignal et Alain Berry. Oui, voilà, la revue Roundup. Enfin, c'est parce qu'on n'a pas parlé des revues, on n'a pas parlé des magazines, mais enfin, c'est une source d'archives, c'est une documentation qui est inestimable. Alors, écoute, Émilie, justement, j'allais te dire, tu vois, je regarde mon timer et je me dis, bon, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle, je pense que je vais être obligé de revenir te voir, Émilie, parce que je pense qu'il faut qu'on fasse encore au moins 3 ou 4 épisodes. Il y a des milliers de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. J'ai envie de parler de Roundup, justement, cette espèce de, on va dire, fanzine, bulletin semi-professionnel qui a duré 5 ans, entre 75 et 80, il me semble. C'est ça. Qui est extraordinaire, qui paraissait tous les 3 mois, trimestriel, je crois. Alors, oui, c'est ça, qui a été le meilleur exemple de revue consacrée à la culture western dans son ensemble. Donc ça, j'ai envie qu'on en parle, tu vas nous en parler. J'ai envie qu'on parle des parcs d'attractions, parce qu'il y a une histoire de dingue. On pourrait parler de la mer des Sables d'Ermenonville, lancée par Richard, mais aussi on pourrait parler de la vallée des Peaux-Rouges, on pourrait parler, toi t'as parlé... Ok, Coral. Donc t'as fait un article sur un petit parc d'attractions. Palmirosa qui n'existe plus. Voilà. N'existe plus, ouais. Côté de, voilà. Plein. On a plein de sujets. Donc écoute, on va être obligé de se revoir. Mais avant qu'on se revoie, tu ne vas pas y couper. Tu sais que chaque épisode termine par un petit interrogatoire qui s'appelle le questionnaire de Jolly Jumper, qui me permet de mieux saisir la personnalité de mes invités. Alors, est-ce que tu es prête pour les questions du questionnaire de Jolly Jumper ? Allons-y. Le questionnaire de Jolly Jumper. Émilie, ton mot préféré du vocabulaire western ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un mot, parce que je pense que c'est plutôt une onomatopée, ou je ne sais pas. Mais j'adore, c'est le... Parce que quand on fait ça, le cheval, il part au galop. J'adore. Ton cheval de fiction préféré ? Je pense que c'est celui de Zorro. Qui s'appelle Tornado. Tornado. C'est ça, ouais. Ouais. J'adore les chevaux noirs. Le bruit ou le son que tu aimes le plus entendre autour des chevaux ? Quand ils soufflent là avec leurs naseaux, là, j'adore ça. Et le bruit que tu détestes ? Alors, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais quand ils grincent des dents, j'ai horreur de ça. Ah ouais ? Je déteste. Ok. Ton odeur favorite à la campagne ou autour des chevaux ? L'odeur des chevaux, moi je trouve qu'ils ont... Enfin, quand on me dit ça pue le cheval, non, moi j'adore l'odeur des chevaux, mettre le nez dans le crin, dans le poil là, sur l'encolure, j'adore. Le cow-boy ou la cowgirl que tu admires le plus ? J'ai le droit à 2 réponses ou une seule ? Vas-y, t'as le droit à 2 réponses. Alors, je pense quand même que j'ai beaucoup d'admiration pour Joey Hamann.
D'accord. Parce que voilà, c'est vraiment un personnage, encore une fois, alors avec du pour et du contre, mais que j'admire beaucoup pour vraiment tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté, et toujours cet esprit voilà, humaniste, de toujours dire oui, d'accueillir les gens. Mais combien de fois on l'a appelé en disant « Monsieur Hamann, on vous adore, on voudrait vous voir. » Mais oui, venez. Et il ouvrait son appartement, il faisait visiter son appartement, ses collections. Enfin, vraiment, tout le monde le dit que ça a été... Moi, évidemment, je l'ai pas connu, mais c'était un personnage absolument extraordinaire. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce personnage. Et mon deuxième personnage, c'est très cliché, mais j'aime bien Calamity Jane. Ah, bah ouais, formidable. Oui. Qui, je trouve, je sais pas si tu l'as regardé cette série, mais je trouve que le personnage dans Deadwood est assez... Tu l'as vu cette série ou pas? Non. Écoute, voilà, s'il y a une série western que tu peux regarder, ou en tout cas que je te recommande, c'est Deadwood, dans lequel l'actrice qui fait Calamity Jane est incroyable. Regarde-la. Alors, je sais que t'as pas de télé, mais t'as un ordinateur. Oui, bon. Quand même. Si tu étais un cheval, de quelle race et de quelle robe serais-tu? Ah ben, quarter horse, c'est sûr, petit, trapu, costaud, grosse arrière-main, enfin le parfait quarter horse, c'est noir, noir, je suis désolée, moi j'aime les cheveux noirs. D'accord, comme voilà. Tornado. Okay. Exactement. Pour toi, c'est quoi la liberté à cheval? C'est d'avoir ce sentiment justement de pouvoir parcourir les grands espaces. J'avoue que depuis que je suis arrivée en Corrèze, je me suis fait bien plaisir à aller faire des belles randonnées, même s'il y en avait des très très belles aussi dans les Pyrénées, sans aucun doute. Mais j'adore, c'est vraiment parcourir ces grands espaces et avoir, sans me dire à tout moment ça peut partir, à tout moment. Je sais que c'est des chevaux qui sont hyper généreux, mais aussi calmes, froids, qui vont pas... Je sors avec d'autres gens ici et qui ont des chevaux qui sont un peu plus sanguins. Mmh. Et alors, des fois, tout le monde part. Moi, je suis là au milieu du chemin. Que s'est-il passé? Et j'apprécie de pouvoir faire confiance, d'avoir confiance, de sentir que ma jument me fait confiance aussi. Ce partenariat, ça c'est j'adore, et de pouvoir galoper en me disant mais à tout moment je m'arrête, et puis c'est pas un galop effréné. Si j'ai envie de juste faire un petit galop en plein champ, je peux faire un petit galop en plein champ, comme je peux partir à fond la caisse si je le décide. Et ça, c'est vraiment sympa d'avoir un partenaire qui est coopératif et qui est là, quoi. Alors, dernière question, si tu devais conseiller à nos auditeurs un livre, ce serait lequel? C'est dur, hein? Ouais, là aussi, je vais encore dire, j'ai le droit à 2 réponses. Évidemment, moi, je conseillerais de lire l'autobiographie de Joe Hamann, Du Far West à Montmartre, parce que c'est incroyable. Même si, il y a parfois des choses qui sont un petit peu romancées et peut-être il s'est un petit peu emporté dans son élan. C'est quand même une vie incroyable et une autobiographie incroyable. Et autrement, si j'avais vraiment un conseil pour rentrer dans la culture western, c'est Rieux Pérou, évidemment. D'accord. C'est Rieux Pérou, que ce soit le dictionnaire du Far West, l'histoire du Far West. Enfin, Rieux Pérou, c'est aujourd'hui, plus beaucoup de gens le connaissent, mais ça reste pour moi vraiment l'incontournable. Alors rassure-toi, je mettrai sur l'article, sur notre site, sur l'article dédié à cet épisode, les références des 2 livres que tu viens de citer. Et puis un jour, j'aimerais bien pouvoir mettre aussi les références du livre que tu vas écrire, puisque je sais que tu es en train de travailler sur un bouquin. Est-ce qu'on a le droit d'en parler ou pas? C'est secret? Non, c'est absolument pas secret. Non. Je vais parler de comment tu as été contacté. Alors c'est les éditions La Voselle, c'est ça? Exactement, oui. En fait, au départ, ça part de Luc Giordano, que je remercie encore une fois publiquement, parce que vraiment il a été bien gentil de penser à moi. Quand il a fallu, ils ont écrit un livre sur les galops westerns de 1 à 4, et ils avaient envie de faire un petit historique des associations westerns qu'il y avait pu avoir juste avant l'arrivée de la FIU et aujourd'hui tout ce qu'on avait. Et donc Luc m'a appelé en me demandant si je pouvais faire quelque chose. J'ai écrit ce petit article, enfin je sais pas, tu as peut-être vu, bien voilà, sûr, ouais. Lu, et ça en restait là. Et quand je suis allée au salon du cheval d'Albi, Luc m'a dit mais les éditions La Voselle sont là, viens, on va les voir, on va les rencontrer. J'ai rencontré donc plusieurs personnes qui m'ont dit mais des articles comme ça, vous en avez d'autres? Je dis il y en a plein, il y en a plein. C'est juste sous forme de brouillon, c'est juste comme ça parce que c'est le fruit de toutes mes recherches, mes interviews, mes documents
documentation, mais je dis oui, j'en ai plein. Et ils m'ont dit, mais ça, faut qu'on fasse quelque chose. Ok, d'accord, on va essayer de faire quelque chose. J'en suis venue à me dire que j'allais faire une sorte de lexique du western français, une sorte d'abécédaire du western français. Et justement, comme ça, chacun pourra y trouver son entrée, lire un article, reposer le livre, le reprendre, en lire 2, en lire 3, aller chercher l'article qui l'intéresse. Je sais déjà Voilà. ce que tu vas mettre à la lettre H. Je pense que tu sais Ça déjà. sera pas Henri, ce sera Aman. Ouais. Voilà, je suis très jaloux. Mais alors, ok. Donc, ça sera quasiment un livre de chevet. C'est ça qui est bien, c'est qu'on pourra se balader dedans. Voilà, avec beaucoup d'iconographie, parce que j'ai énormément d'iconographie. Donc voilà, ça c'était le deal quand on a parlé de faire ce livre. J'ai dit voilà, moi je veux pas écrire un roman. Je veux vraiment mettre des petits articles, mais surtout beaucoup de photos que les gens voient vraiment comment c'était. Et puis c'est surtout que j'aime partager et que ça sert à rien qu'ils dorment chez moi tous ces albums. J'ai je sais pas, je dois avoir peut-être 1500 photos, peut-être même plus, de collections différentes. J'ai archivé, j'ai numérisé des centaines et des centaines et des centaines de photos et j'ai envie de les partager, certainement pas de les laisser dormir, quoi. Ça fait partie d'ailleurs des sujets dont on a parlé et pour lesquels je vais être obligé de revenir. C'est que tu as même monté une association d'archives du western. Enfin voilà, écoute, on a tellement de sujets à aborder tous les deux qu'on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Avec plaisir. Un grand merci pour ton accueil à Tulle. Et puis je suis pressé de lire ton livre et ce sera la bonne occasion pour revenir t'embêter. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Comme vous l'avez entendu dans cet épisode, Émilie Sureau est une véritable mine de savoir. Et en terminant cette interview, j'ai vite compris qu'un seul épisode ne suffirait pas à vous transmettre toute la richesse de ses recherches. On a donc décidé ensemble de préparer plusieurs épisodes hors série, spécialement consacrés à l'histoire du mouvement western en France. Nous l'aborderons ensemble de façon thématique et approfondie pour retracer pas à pas l'aventure du western dans notre pays. Attendez-vous donc, en plus de nos épisodes habituels, tous les 15 jours, à découvrir quelques numéros spéciaux supplémentaires, entièrement dédiés à l'histoire du western et qui viendront s'intercaler dans cette périodicité. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donnera envie de découvrir mes prochains invités. Vous trouverez des notes et les références des différentes œuvres citées dans cet épisode sur l'article qui lui est consacré sur notre site internet cheval-western.fr. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire, que ce soit sur Spotify, Deezer, Amazon Music ou Apple Podcast. C'est important pour moi, cela vous prend 1 minute à peine et c'est le meilleur moyen de nous soutenir et d'aider d'autres passionnés à nous découvrir. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos épisodes sur la chaîne YouTube de notre partenaire France Western, que je remercie au passage. Et puis, comme dans un ranch, tout est plus agréable quand on partage. Alors n'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous ou sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook, où vous êtes de plus en plus nombreux, et je vous remercie d'ailleurs, parce que c'est chouette de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir découvrir vos impressions après chaque épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, ride safe et gardez l'esprit western.